silence. Emma, nous t'écoutons. Bonjour à tous. Se dit un lion, une personne courageuse, au caractère noble. Se dit un mouton, une personne qui n'a pas d'opinion personnelle, qui se laisse mener passivement. Je l'affirme devant vous. Si demain mon temps est compté, je préfère profiter pleinement des 24 heures qu'il me reste en tant que lion, plutôt que de suivre la masse, de me faire exploiter, écraser, dominer comme une pauvre brebis. Malgré la rime, passion et mouton me semblent incompatibles. Le mouton est un animal qui passe sa journée à brouter l'herbe qu'il trouve. C'est une bête que l'on a domestiquée, qui suit son berger sans poser de questions, docilement, et qui se fait aboyer dessus dès qu'il sort des sentiers battus. Exploiter, chasser, c'est une victime. On a rêvé vie meilleure. Je me permets donc d'envoyer paître le mouton, étant donné que c'est ce qu'il fait le mieux. Passion, palpitation, rébellion. Le propre du lion n'est pas la domestication. Le lion se bat pour ses convictions. Le lion surmonte les difficultés, affronte ses peurs. Il revendique ses valeurs. Il ne suit pas un troupeau, il suit ses idéaux. Pendant que le mouton se soumet et s'abaisse, le lion s'élève. Il représente le beau, la morale. Il présente des qualités qui, selon moi, valent la peine d'être vécues, ne serait-ce qu'une seule journée. Pourquoi préférer une dernière journée en tant que lion plutôt que 100 jours en tant que mouton? La réponse est simple. Pour vivre. Le lion vit, il s'épanouit tout en étant lui-même. Le mouton ne fait que suivre, il ne fait que survivre. Comment vivre en s'abstenant? S'abstenir de faire des choix, s'abstenir de prendre position, s'abstenir de donner un avis. Comment s'épanouir en suivant l'autre? Dans quel but s'effacer au profit d'un groupe sous prétexte que ce groupe possède une majorité? En étant un mouton, nous nous servons de la foule comme d'un rempart, mais nous avons beau nous protéger, la foule ne nous protège pas. Il suffit d'une menace pour qu'elle se dissoute. Lancer une pierre au milieu d'un troupeau de moutons, c'est la panique, c'est le désordre. La foule laisse aussitôt place à l'individu. On fuit, on se pousse, on se piétine, plus rien ne compte à part soi-même. On se fait engloutir par la masse, on suffoque, notre vue est brouillée, un premier mouton tombe de la falaise, tout le troupeau suit. Vivre en lion nous expose, certes, mais s'exposer ne nous prive pas de notre défense. Notre vue est claire, nous sommes en mesure d'apercevoir la falaise, contrairement au troupeau de moutons, dont la vue est brouillée. Je ne vous garantis pas que le mouton puisse survivre pendant les 100 jours qui lui restent. Coincé dans une foule, il ne voit plus, n'entend plus, ne sent plus. Il est privé de tous ses sens. Il est privé. Le mouton refoule ses émotions au profit de celles des autres et enterre sa raison, car désormais, il n'est plus le cerveau du groupe, il n'est qu'une simple pierre de l'édifice. Il se contente de former un rempart. Animaux grégaires, le lion et le mouton se différencient quant à leur manière d'intégrer un groupe. Tandis que les moutons forment le troupeau, le lion forme un clan. Il se lie auprès de personnes qui lui ressemblent, il apprend, il évolue auprès d'elles. Encerclé par un monde indifférent, il est impossible pour un suiveur de choisir sa place. Si s'assumer et s'affirmer peut engendrer la haine de certains individus, notre sincérité permet d'animer l'amitié et l'amour chez d'autres personnes. Le lion est honnête et naturel, il ne fait pas semblant. Le mouton est condamné à s'effacer, il s'éloigne de l'essentiel, il ne tisse aucune relation saine. La haine de l'autre peut s'avérer être un poids, mais peut-être que ce poids n'est rien à côté de celui de la fausseté, de la culpabilité que l'on peut ressentir en se pliant aux autres et en reniant ses valeurs. Loin de nous-mêmes, nous finissons par nous rendre vulnérables. On a peur du loup, on se plie à plus fort que soi, on se dénigre. Le mouton parle plus qu'il n'agit. Il bêle dans sa prairie, se contente de son confort, ne bouscule pas les lignes pour éviter les mauvaises surprises, mais peut-être qu'il évite les plus belles surprises. En se confortant dans ses habitudes, chaque journée semble infernale. Chaque journée n'est qu'une boucle qui recommence sans cesse. Prisonnier, on devient son propre geôlier. En choisissant de vivre comme un lion, nous ne renonçons pas à cette touche d'originalité, à ce grain de folie, à cette chose qui nous donne du charme, à cette chose qui nous rend plus belle. En tant que prédateur, le lion, par sa prestance, mange le mouton. Le lion déborde d'énergie, il incarne la puissance, la vitalité. Qu'ajouter de plus? Le lion est fait pour vivre. Finalement, ce qui nous marque le plus n'est pas le bêlement d'un mouton au sein d'un troupeau, mais bien le rugissement d'un lion. De même, le courage et la noblesse d'un homme marqueront davantage les esprits que la passivité d'un
d'un anonyme à travers les foules, d'un anonyme qui se laisse piétiner par tout le monde. Pour le peu de battements qui lui reste, mon cœur sera celui d'un lion. Ma dernière journée sera à son image, belle, fougueuse, honnête et unique. Merci. C'est trop mieux de vivre un jour comme un lion que 100 jours comme un mouton. C'était un petit peu ridicule, je vous l'accorde, mais il faut bien comprendre quelque chose. Cette citation partage mon esprit entre un proverbe Facebook fraîchement publié par un adolescent prépubère en quête de rébellion et un tweet écrit mot pour mot par Donald Trump le 28 février 2016. Et c'est véridique, vous pouvez vérifier. Mais qu'ont en commun Donald Trump et cet adolescent prépubère? Outre les cheveux un petit peu gras, je vous l'accorde, ces deux personnages sont en quête d'affirmation de leur ego. Ils veulent se singulariser à tout prix, asseoir une identité pour faire preuve d'ipséité. Au même titre, le roi des animaux ne tient sa couronne que de sa domination sur les autres. Il chasse férocement et violemment, déchiquetant dans un bain de sang la chair de ses ennemis pour maintenir son hégémonie. C'est un roi abusif et machiste, mesdames, qui n'hésite pas à envoyer sa femme chasser pour lui alors qu'il dort en moyenne 15 heures par jour comme une larve. Tellement centré sur lui-même que, fermant les yeux, il croit que le monde s'est éteint. L'homme vivant comme un lion serait gangréné par son ego surdimensionné. Sa soif de supériorité et de domination sur les autres pour pouvoir s'affirmer aurait raison de ce qu'il est. Il serait en constante frustration de ne pas pouvoir assujettir le monde, le vassaliser par ses griffes vilement usées. C'est un monde tyrannique que nous énonce aujourd'hui Emma, n'est-ce pas? Mais fort heureusement, je vous rassure, il est aussi réaliste que de tomber sur un mouton à 5 pattes. Le mouton, quant à lui, se joue du lion et par une partie de saute-mouton avec Richard Cœur de Lion, répand son amour et son altruisme dans la laine qu'il produit. Il fabrique nos blousons par sa toison, d'or ou non. Dompté comme le lion de Némée, le mouton bien aimé de son berger n'a pas à se soucier de ce qu'il va manger. Il est nourri, logé, protégé, sociabilisé. Il vit en communauté. De pair avec sa bienveillance arrive sa permanence. Il est fidèle à ce qu'il est. Il accepte sa condition et se place sur un pied d'égalité avec sa communauté. La force du mouton, à contrario avec celle du lion, ne réside pas dans son égocentrisme. Bien au contraire, elle réside dans son abnégation au profit d'un bien commun. Et bien fou celui qui cherche la force du mouton dans son individualité. Là où les moutons s'attroupent, le lion s'isole dans sa vanité. Le mouton n'est guère belliqueux, il bêle et cueille le jour présent sans se soucier du lendemain. Rendant grâce à Horace, le mouton se fait symbole, symbole de l'innocence, de l'immanence. Il ne cherche pas la transcendance, mais bien au contraire, une grande transparence. Le mouton n'est-il pas le premier animal du Petit Prince, conte d'innocence pour enfants et de rêve? N'est-il pas l'animal autour duquel bon nombre de fêtes religieuses s'édifient dans la joie? N'est-ce pas l'animal du berger que nous comptons la nuit pour ne pas trop gamberger? Vous l'aurez compris, ces petits nuages sur pattes sont omniprésents dans la vie des hommes, car ils sont rassurants par leur stabilité et apaisants par leur naïveté. Vivre comme un mouton, c'est vivre simplement en se contentant de son pré. C'est vivre tel qu'on est, sans braver le danger. L'idée de vivre comme un lion est chimérique. C'est un élan de testostérone, d'un homme qui n'accepte pas l'idée d'être un mouton parmi les moutons au royaume de la bergerie. Le moyen le plus facile de gagner du bonheur est de vouloir les choses que vous avez déjà, écrivait William Irvine. Le mouton n'a aucune prétention, aucune ambition, il ne souhaite qu'une chose, la tranquillité. Tranquillité sur laquelle l'école du portique édifie sa philosophie pour mener une bonne vie et atteindre l'ataraxie. En ce sens, le mouton n'est pas tourmenté, il se laisse porter. Il ne réfléchit pas, on le fait pour lui. Sa vie est toute tracée dès qu'il naît. Il ne souhaite et ne souhaitera qu'une seule chose dans sa vie, une chose qu'il possède déjà, sa tranquillité. Alors, chère audience, cher jury, je vous le redemande. Préférez-vous vivre une vie entière de tranquillité ou un soupçon de témérité? La finalité ultime de l'existence de l'homme n'est-elle pas de vivre le plus longtemps possible en paix avec soi-même? Il apparaît par conséquent indéniable de préférer vivre 100 jours comme un mouton qu'un seul jour comme un lion. Tout ce que représente le mouton, c'est ce qui manque à l'homme. La fidélité, la permanence, l'abnégation. Allez demander à Tony Montana ce que ça fait de vivre un jour comme un lion, et il vous répondra grossièrement de sa tombe la morale de la fable de Jean de La Fontaine, Le lion et le rat. Je cite, « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. » C'est l'histoire d'un lion qui, pris au piège des filets des hommes, a beau faire preuve de la plus grande force et de la plus grande rage, ce ne sera que vain. Le rat, quant à lui, au même titre que le mouton, prend patience. Il ne se hâte pas, il sait ce qu'il est et en joue pour se libérer. En conclusion,
S'habituer à une vie stable et qui dure dans le temps, c'est savoir apprécier les choses simples de la vie et les pérenniser jusqu'à sa mort. Merci. Merci Raphaël, tu as parlé 4 minutes 47. Donc je vous propose comme d'habitude, vous savez, de vous installer comme vous voulez, ou assis, pour qu'on puisse commencer à... Oui, alors, bon. Dans ton discours, donc, tu as dit « Je ne vous garantis pas que le mouton survive 100 jours ». Tu as bien raison, en un sens, de dire ça, car le mouton ne va pas survivre 100 jours, mais au contraire, il va survivre une éternité à travers la nourriture que nous mangeons, à travers les habits que nous portons. Qu'est-ce que tu en penses? Le lion aussi, il mange comme le mouton. Moi, ce que je voulais dire, c'est que le problème du mouton, c'est qu'en se laissant vivre de cette manière, il peut très bien se faire manger à son tour par un lion. C'est à cette optique-là. Oui, mais le mouton, contrairement au lion, s'il se fait manger, il se survit à lui-même. Donc il ne vit pas 100 jours, il vit une éternité à travers la nourriture. Comment il se survit à lui-même? Il se survit à lui-même, il survit il se à fait sa manger et il condition. survit? Bien sûr que oui. La laine que tu portes, tu crois qu'elle vient d'où? Oui, d'accord. Mais donc, en fait, tu me parles de quelqu'un qui se fait exploiter. Déjà, pour s'habiller, on n'est pas obligé d'utiliser de la laine. Enfin, à mon sens, ça, on peut écarter le mouton de cette optique-là. Personnellement, je préfère m'habiller avec du coton, mais après, c'est mon avis. Là, tu dis que tu te fais manger, mais que tu survis malgré ça. C'est un peu contradictoire, quand même, à mon sens. Je vois pas en quoi le mouton se laisse... Non, il survit pas, il se laisse manger par les autres. Au final, il ne suit même pas ses propres convictions, il préfère se laisser porter au gré du vent, se laisser envelopper par quelque chose qui n'est même pas... C'est totalement vrai, ce que tu dis, c'est complètement factuel, mais en quoi c'est mal de faire ça? Ah, je dis pas que c'est mal. Alors en quoi c'est mieux d'être un lion et de vivre dans l'excès, dans la force, dans le rapport de force, de domination? Mais ça, c'est toi qui vois le lion comme ça, justement. Au sens figuré, lorsqu'on parle d'une personne qui ressemble à un lion, c'est quelqu'un qui possède un caractère noble, c'est quelqu'un qui a du courage, c'est pas quelqu'un forcément qui est agressif. Justement, c'est toi qui vois Donald Trump comme un lion, c'est pas moi, je le vois comme un lion. Non, c'est dans son tweet qu'il a dit qu'il fallait mieux. Mais parce que lui se voit comme un lion, il a pas dit que... Qui nous dit que c'est pas lui le mouton finalement? Surtout que cette phrase au départ, ce qu'on a reproché à Donald Trump, ce que tu as lu sur internet, ce que tu as dû lire quelque part sur le premier article que tu as trouvé, c'est qu'il a fait cette phrase à Mussolini, et que Mussolini, pardonnez-moi, mais peut se définir comme étant un lion, mais il a fini comme un mouton finalement. Mussolini comme un lion noble, un lion... Non, justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Non, c'est toi qui vois. Dans ton texte, tu as parlé du lion qui représente la morale qui est dit, donc tu es Oui, d'accord? oui. D'accord, là tu viens de nous dire que Je Mussolini te parle d'un mouton qui se voit comme un lion, c'est différent. C'est différent. Je suis pas sûr de te suivre. Ce n'est pas... Un lion, je le répète, c'est quelqu'un au caractère noble. Quelqu'un au caractère noble, c'est quelqu'un qui possède une morale. Non, pas comme Mussolini, justement. Donald Trump, il pense avoir raison. Tu as cité Donald Trump. Il est persuadé que tout ce qu'il fait est moral, il est persuadé qu'il détient la vérité absolue, mais c'est pas ça le lion. Le lion, c'est quelqu'un qui poursuit, qui mène sa vie, qui est courageux et qui ose s'opposer face aux autres. Donald Trump, plein de choses lui viennent en pleine figure, mais pourtant, non. C'est qu'un Il symbole, s'oppose. personne Non, ne c'est pas ça. Mais personne ça, qui c'est te dit l'ego qu'on... de l'homme, ça c'est l'ego C'est pas un surdimensionné de ego, l'homme qui lui fait vivre croire avec qu'il peut courage, vivre comme ça. vivre avec... Ah oui, vivre avec lâcheté, c'est de l'ego aussi pour moi. Bon, est-ce que tu connais l'expérience de H? T'as dû retrouver dessus? Non, H, A-S-C-H. Bon, en gros, c'est une expérience qui a été menée dans les années 50, qui consiste à faire passer un test extrêmement simple à des cobayes. Extrêmement simple, hein, ce qui veut dire que dans 99% des cas, les cobayes font juste. Cependant, ils ont essayé de faire repasser le test avec 4 comédiens et un seul cobaye, cette fois-ci, qui n'est pas au courant de la supercherie. Et les 4 comédiens donnent des réponses fausses à quelque chose qui est manifestement vrai, totalement vrai, tout le monde le sait. Cependant, ils se rendent compte que dans plus de la moitié des cas, le choix de cette cinquième personne était influencé par les 4 comédiens qui donnaient une réponse fausse. Voilà. Donc tu admets bien qu'en l'homme, il y a une part de mouton, il y a une forme de conformisme qui lui permet de créer une stabilité. On n'est pas tous des lions, et ben on ne peut pas tous vivre comme ça c'est juste un symbole, c'est juste de la fierté de dire ça. C'est parce que je t'ai dit, la question c'est doit-on préférer vivre un jour comme un lion ou 100 jours comme un mouton? Bien sûr, alors je te dis que dis vivre comme un lion n'est pas mais tu réaliste. t'assumes, tu n'es pas toi-même en étant un mouton, tu suis les autres, tu suis un leader, au final tu finis par suivre un lion finalement, c'est ça le propre du mouton. Et d'accord, alors tu es en train de critiquer le lion, mais toi en tant que mouton tu suis suis le lion, donc où est ta logique? Et la force du lion c'est quoi? Alors ça serait cette meute de moutons? Non. Par analogie, je pourrais citer une révolution, tu as des lions, c'est vrai, tu as des figures qui font preuve de noblesse, etc. Mais la force de la révolution, c'est la foule. Excuse-moi, et la foule, c'est quoi? Les moutons.
Oui, Ah je bah suis si. d'accord avec toi. Ok. Je suis d'accord avec toi. Mais qui te dit, quand on est un mouton, le problème c'est qu'une foule, justement, elle suit ce qu'elle voit. À partir du moment, je l'ai expliqué, lorsqu'on lance quelque chose dans une foule, elle se dissout. Elle n'est pas soudée. Alors qu'un lion, toi, tu es en train de dire que là, le lion est un solitaire. Mais le lion n'est pas un solitaire, comme tu l'as dit. Le lion, c'est un animal grégaire, je l'ai dit tout à l'heure. Le lion, tout comme le mouton, le lion est un des rares félins à vivre justement en communauté. Allez, je vais parler au Et à sens vivre figuratif. ensemble. Donc toi tu vois la foule, moi je te parle de la foule au sens négatif, c'est-à-dire la foule, c'est ce qui est médiocre, alors que ceux qui font des révolutions, pour moi c'est l'élite. Et l'élite c'est le lion. L'élite c'est un groupe de La personnes Révolution aussi. française, c'est Peu importe, quand tu te soulèves au final, qui prend le pouvoir ensuite? C'est l'élite, c'est pas la foule elle reste en bas. Alors là, ce que tu dis, c'est typiquement un mode de pensée d'un mouton. Bah non, C'est-à-dire qu'en fait, justement. là, tu fais une révolution pour au final rien apporter. Donc Non, te conformer tu à ce qu'il y a. apportes quelque chose, mais tu passes toujours au-dessus. Le lion, contrairement, toi tu vois le lion forcément comme un animal agressif. Non, c'est j'ai pas un- dit ça, il est pas Bah, forcément agressif. Si tu as dit Je te dis dans qu'il ton est trop discours retranché dans sa propre fierté. Mais et qu'il justement, admet c'est pas- le mouton qui est retranché dans sa propre fierté. Mais si, bien sûr, parce qu'il a peur de s'affirmer. Il a peur et il se conforte Il n'a pas de justement dans ce fierté, qu'il a justement. déjà. C'est pour ça qu'il n'a pas de fierté. Mais il Et n'y a ça, pas il le sait forcément très de bien. fierté à Il vouloir ne se voile pas la s'affirmer. face, il ne se voile pas la face, il est Tu sur ne un... voiles pas la face, c'est toi qui te voiles la face. Toi, tu te voiles même pas la face, tu te voiles avec les autres devant toi. C'est ça le problème du mouton, c'est qu'il a la vue brouillée, il ne voit même pas où il va. Le lion, il marche devant, il sait où. Il connaît sa direction, il voit le but devant lui, le lion. En tant que mouton, toi, tu te soumets à ce qui est devant toi. C'est-à-dire que tu es un mouton, et tu as un mouton, deux Non, moutons, c'est pas trois se moutons. soumettre, C'est c'est- rempli c'est de le moutons mauvais devant verbe, toi, se et tu es soumettre. content de ne pas voir, c'est tu es pas- content c'est de pas ne se rien soumettre. sentir. C'est juste accepter, c'est d'être comme ça. Bah, C'est accepter sa condition. Accepter toute condition, être totalement passif. J'ai pas dit Moi, toute c'est- condition, j'ai dit accepter sa condition, sa propre condition. Le La mouton définition sait du mouton, le c'est la mouton sait passivité. qu'il est mouton. C'est la Non, la passivité. définition du mouton, c'est un animal. Non, tu regardes le sens figuré. Si tu veux prendre la définition de lion, on est d'accord. Non mais ce que je te dis, c'est que toi, tu donnes un sens péjoratif au mouton, comme quoi il suivrait, il se jette, si les autres se jettent. C'est faux. Pas du tout, parce que tu peux aussi l'aborder dans le sens où bah, le mouton, il est ce qu'il est, voilà, il sait ce qu'il vaut, et il l'admet, il Ah non. l'accepte. Il sait pas ce qu'il vaut. Mais Il pourquoi ne teste même pas ce qu'il est lui-même. Et bien sûr qu'il sait ce qu'il est, il produit Non, sa il suit laine, il les sait ce autres. qu'il produit, il Il bénit les produit hommes à pas sa travers, laine, c'est l'homme qui les coupe champs. sa laine, c'est l'homme qui produit sa laine. Hein, et c'est bon. Non mais d'accord. Enfin, tu vas pas me dire, Il si tu fait veux vraiment, son si tu veux espèce à vraiment aller travers sur les ce habits. terrain-là et à te considérer en tant que mouton à 100%, dans ce cas-là, j'ai jamais vu un mouton se couper sa propre laine. Je suis désolée, mais ça, j'ai jamais vu. Le mouton se contente de subir, c'est tout. Tu te fais manger, tu te fais chasser, subir l'autre. Oui. Subir l'autre. Oui. Quel autre? Il vit qu'avec Une sa personne communauté, qui sera une toujours plus communauté forte. Il y aura toujours quelqu'un qui sera plus fort que toi. Non, mais Et tu il peux suffit très de bien quoi avancer et accepter, comme tu as dit, accepter ta condition et essayer d'aller au-delà de ça plutôt que d'accepter Ça, ton je suis sort d'accord. et pouvoir aller au-delà de Oui, cette mais je suis totalement expérience. d'accord avec Mais oui, mais c'est parce que fait le mouton. Et tu m'attaques en disant que justement des personnes comme des lions comme Donald Trump, bon je t'ai parlé de Mussolini, mais pour moi c'est pas ça un lion. Un lion c'est un personnage noble, c'est un personnage courageux. En quoi tu es courageux Oui, mais lorsque est-ce tu que- n'affrontes pas tes je vais propres te dire un peurs? truc, Ce je vais sont dire des quelque personnes chose. qui écrasent, ce sont des personnes... En fait, au final, ces personnes-là, ce ne sont que des moutons qui écrasent d'autres moutons. Non mais je suis bien d'accord, mais regarde, Donald Trump arrive à penser que c'est un lion, t'es bien d'accord? Oui, mais ça, c'est... Ce n'est pas un lion. Et c'est parce qu'il est retranché dans sa fierté. Et au même titre, le lion est retranché dans sa fierté. Il pense que c'est lui le lion, c'est lui qui Tu l'as domine dit la nature. toi-même, ce n'est pas un lion, donc ça n'a pas lieu d'être ce que tu es en train de me dire. Mais c'est justement là, j'essaie de te faire un raisonnement analogique pour te dire que c'est l'ego le problème là, dans notre histoire. Qui te dit C'est que que l'ego le de lion l'homme a lui dit ah forcément bah tiens un toi tu ego? peux être un lion alors que pas du tout. Et tu vois Donald Trump se voile la face que tu me le dis en pensant que c'est un lion alors que c'en est pas un selon toi, selon ta définition. Oui. Je te suis un petit peu, comme un mouton je te suis. Oui. Bon, mais sauf que Donald Trump il est totalement aveuglé par cet égocentrisme. Il dit ah oui non moi je suis un lion, moi je mène etc. alors que c'en est pas un. Donc le lion c'est exactement pareil. Non, Le lion n'est pas un lion en fait. Donc tu sais ce que tu es en train de me dire. C'est non, pareil, pas du le tout. lion est Non. totalement égocentrique donc il est totalement aveuglé par ça. Tu dis que le lion peut être aveuglé par son égocentricité, mais c'est le cas du mouton aussi. Je ne vois pas, pour moi, ce n'est pas la définition que j'ai du lion. Tu as D'accord. donné une définition, tu donnes une définition purement négative. Mais la véritable définition, lorsque tu ouvres un dictionnaire et que tu regardes au sens figuré, on parle d'une personne juste, noble, une On est personne d'accord. morale et une personne avec du Tu as employé courage. le terme Pas négatif, une personne mais pourquoi tu juges le égocentrique, mouton pas une comme personne négatif? agressive. Négatif parce que le mouton,
je me Parce rallie que encore à tu la dis à la définition. doxa qui dit que tous les moutons Non. sont des moutons. Bah, c'est quoi, alors ça c'est Ça, simple. c'est faire preuve d'être. Enfin, ça, c'est être un lion, pour toi, de dire ça. Non, Se du tout. fier à une J'ai définition jamais chronologique. revendiqué que j'étais un lion. Moi, je revendique juste que j'essaye d'être la personne la plus noble possible à mon sens, mais je ne me revendique pas en tant que lion. Et un véritable lion ne se revendique pas, mais il assume ce qu'il est, et il est fier de ce qu'il est, et il ne va pas se plier à d'autres personnes, à d'autres moutons. Merci beaucoup, on s'arrêtera sur ces mots de la fin. Merci pour ces beaux discours et ce débat animé. On va se retirer le rappel. Nous écoutons. Oh non, voilà ce qui m'est venu à l'esprit en lisant ce sujet. Et pas seulement parce que c'est la dernière chose dont j'aimerais parler avec toi, Sacha, mais aussi parce qu'il s'agit certainement du sujet le plus complexe et métaphysique auquel les hommes aient été confrontés. Comme quoi, après la mort, maintenant l'amour, à croire que le sort s'acharne, à moins que ce ne soit Monsieur Cuny, je ne sais pas. Comment moi, du haut de mes 17 ans, je pourrais vous définir en 5 minutes top chrono ce qu'est l'amour? Je ne sais pas. Alors bon, comme j'étais un peu perdue, j'ai ouvert mon dictionnaire. Et à la lettre A, entre amortisseur et ampèremètre, retenez, j'ai trouvé ce que je cherchais. Amour, sentiment vif, qui pousse à aimer, à aider, en s'identifiant plus ou moins. Waouh, merci Larousse, quelle révélation! Et là, je me suis dit que si même les rois de la définition étaient ridicules en la matière, je ne risquais rien en me ridiculisant devant vous pour vous donner ma propre définition de l'amour. Pour commencer, je ne vous dirai pas que pour moi l'amour se doit d'être un amour interdit et passionnel qui pousse deux amants vers une mort inévitable, car je ne m'appelle pas Juliette, que je ne connais aucun Roméo, mais surtout parce que je ne veux pas passer 5 minutes interminables à vous dire exactement ce à quoi vous vous attendez. Je ne vous dirai pas non plus que pour moi l'amour n'est qu'un acte charnel, reliant deux personnes attirées physiquement l'une par l'autre, parce que je ne voudrais pas choquer les mineurs de cette salle. Je ne vous dirai certainement pas que pour moi l'amour est un phénomène physique, se résumant en un échange de microparticules chimiques, car je pense que c'est une vision bien trop pessimiste de l'humanité. Je ne vous dirai pas que pour moi, l'amour se résume à afficher son supposé bien-aimé sur les réseaux, tout en recevant de sa part de doux messages de type 10 news. Aussi bien que je ne pense pas qu'on puisse caractériser d'amour la relation à la fin de laquelle ton ex s'empresse de revendre les présents que tu lui avais offerts tendrement. Et parce que j'ai grandi mentalement, bien plus que physiquement, et heureusement pour moi d'ailleurs, parce que je n'ai pris qu'un centimètre en 5 ans, je sais aussi que si je fonds pour mon amoureux, ce n'est plus seulement parce qu'il court plus vite que les autres garçons à la récréation. Enfin, je ne vous dirai pas que pour moi, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, parce que je ne sais absolument pas chanter. Alors, laissez-moi vous dire que pour moi, l'amour, c'est pouvoir dire je t'aime, sans réfléchir. En s'aimant, en rigolant, en s'engueulant, en pleurant, au téléphone, sur le quai d'une gare, au 7e ciel, au bout du monde ou au pas de ta porte, tout simplement. Pour moi, l'amour, c'est quand tu retrouves ce sentiment indéfinissable et indescriptible que tu ressentais quand tu voyais enfin ta mère après l'avoir cherchée dans absolument tous les rayons de Carrefour. Pour moi, l'amour, c'est quand tu regardes ton pote en plein fou rire et que, autour d'une assiette de nem, tu te dis « Putain, mais qu'est-ce que je l'aime !» Pour moi, l'amour, c'est quand une fois qu'il est parti, les souvenirs que tu gardes de papy sont sa façon de se raser tous les matins, sa manière de siffloter la bouche en coin ou encore ses câlins en t'appelant mon lapin. Pour moi, l'amour, c'est quand tu arrives à t'assumer et à te réjouir de ce que tu es. Parce que oui, je pense que ça ne devrait pas être une honte de s'aimer, mais plutôt une fierté. Pour moi, l'amour, c'est ce sentiment si fort, intense et profond que tu ressens quand tu vois enfin arriver ton plat au restaurant. Pour moi, l'amour, c'est quand tu n'as plus honte de manger en face de lui, avec des spaghettis pendouillant de chaque côté de ta bouche, pas très charmant. Pour moi, l'amour, c'est cette force
capable d'apaiser ton cœur en un instant, tel un puissant amortisseur, mais en même temps, capable d'une telle intensité faisant brûler n'importe quel ampère-mètre que Thierry nous prête. Vous l'aurez compris, ma définition de l'amour n'est sûrement pas parfaite, mais c'est la mienne. J'espère qu'elle continuera d'évoluer encore et encore, mais en attendant, rouvrons nos dictionnaires. Et à la lettre A, entre amortisseur et ampère-mètre, redéfinissons. Amour, 2 points, 5 lettres, 3 voyelles, 2 consonnes et 2 fadas. Bien. Alors, à la lettre A, il aussi. Merci. Pauline, tu as parlé 4 minutes 42. Jean, on va écouter Sacha. Sacha, c'est quand tu veux. Cher amour, si j'avais à te définir, je dirais que tu es un cours d'eau sibérien qui s'étend sur 4354 km, qui sert de frontière à l'extrême-orient russe et la Chine. D'ailleurs, ce qui coule de source est que ce que tu nous fais ressentir ne s'apparente pas à un long fleuve tranquille. On dit de toi que tu as perdu ta signification. On dit de toi que tu nous fais perdre la raison, mais moi aujourd'hui, je vais donner de toi une concrète définition. Il est vrai qu'avec du recul, tu n'es pas un sentiment comme les autres. Capable de faire ressortir de nous le meilleur comme le pire, tu es le chasseur qui fait de nous sa proie sur laquelle il tire, tu es la flamme qui brûle dans nos cœurs, ce démon hostile qui nous renverse et nous aveugle, car lorsque l'on aime, on se donne et on s'abandonne. Quelle tragédie. Oh amour, amour, pourquoi es-tu amour? Demandons à Roméo et Juliette, et ils nous répondraient que tu es souvent ravageur, puisque lorsqu'insatisfait, un bésir amoureux est un boulet au pied, qui peut nous conduire à exhaler nos soupirs dans les forêts solitaires. Ainsi, tu sacrifies la vie, la santé, la richesse, le rang et le bonheur, et tu te joues des humains que tu chasses, tu aveugles et que tu enflammes. Pourtant, cher amour, tu as donné la liberté aux hommes de voler dans les airs grâce aux ailes de Cupidon, de flotter sur leurs petits nuages, mais tu les obliges à tomber, amoureux. C'est vrai après tout, pourquoi tomber plutôt que de s'élever en amour? Une chute curieuse pour une émotion si puissante, n'est-ce pas? À cela, je répondrai que tu es synonyme de confiance. Car oui, la vie est un acte de confiance. Au moment où vous marchez, vous savez que le sol ne va pas s'écrouler sous vos pieds. Au moment où vous entretenez une relation humaine de tout type, quel acte de confiance? Ainsi, en tombant amoureux, vous vous livrez. Mais c'est la plus puissante des choses qui puisse être accomplie. L'amour est un acte d'abandon à l'autre. Oh amour, lorsque d'un coup, tu nous bats comme la foudre, tu es une véritable pathologie. Tu nous donnes la bouche sèche, le teint pâle, les mains tremblantes, ainsi qu'une incontrôlable tachycardie. Mais quelle ironie lorsque le fou amoureux bizarre en redemande. C'est parce que le bonheur que donne l'amour est une chose noble et sacrée. Et seul le sot serait prêt à renoncer aux papillons dans le ventre et aux secousses d'adrénaline que tu parviens à nous faire éprouver. Malheureusement, dans notre société contemporaine, il semblerait que ta définition, ô amour, se soit estompée. C'est pour cela que l'histoire du rabbi de Kosk, il faut raconter. Ce rabbi de Kosk rencontre un jeune homme qui était en train de savourer un poisson qu'il mangeait, et lui dit « Jeune homme, pourquoi manges-tu ce poisson ?» Et l'homme lui répond « Parce que j'aime le poisson. » Il lui dit « Oh, tu aimes le poisson, c'est pourquoi tu l'as sorti de l'eau pour le tuer et le faire bouillir. Ne me dis pas que tu aimes le poisson, c'est toi que tu aimes. Et parce que tu aimes le goût du poisson, alors tu l'as sorti pour le faire bouillir. » Ainsi, une grande partie de ce qu'on appelle l'amour est comme l'amour du poisson aujourd'hui. Alors qu'un amour extérieur n'est pas ce que l'on retire, mais ce que l'on donne. L'amour est patient et désintéressé. C'est accompagner sa copine faire du shopping lorsqu'on est épuisé. L'amour ne doit pas être jaloux, ni même orgueilleux. C'est envoyer le premier message, même si c'est douloureux. L'amour excuse tout, croit tout, endure tout, espère tout. L'amour, c'est mentir sur les bons sujets, comme « Mais non, t'as pas grossi, tu n'as pas changé, tu es belle comme tout. » Ou bien « Émilie Ratajkowski ? Non, trop vulgaire pour mon style. » L'amour essaye d'apporter la joie. Alors, comme l'a déclaré le philosophe libanais Khalil Gibran, quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses chemins soient escarpés et sinueux.
Et quand ses ailes vous étreignent, épanchez-vous de lui en dépit de l'épée qui pourrait vous blesser. Et quand il vous parle, croyez en lui, même si sa voix fracasse vos rêves comme le vent du nord saccage les jardins. Car comme l'amour vous coiffe d'une couronne, Bon, Pauline, Sacha, merci beaucoup pour cette discours magnifique. Vous avez maintenant quelques minutes pour discuter l'un et l'autre. Et puis je vous rappelle qu'à la fin de la discussion, on peut vous poser des questions. Si quelqu'un veut vous poser des questions, il nous fait signe et on lui donnera la parole. Alors, juste pour rebondir sur quelque chose que tu nous as dit, donc tu nous as cité ce proverbe, quand l'amour nous fait signe, suivez-le. Donc de cette phrase, je devrais en déduire que pour cela tu es d'accord avec moi, d'un point de vue où si une potentielle relation d'amour t'attend, tu serais prêt à surmonter une potentielle réputation ou de simples surnoms, certains moqueurs, pour vivre cette même relation. je pense exactement comme Khalil Gibran, puisque l'amour, je pense que l'amour on le choisit. Par exemple, comme vous choisissez de marcher à droite ou à gauche du trottoir, comme vous choisissez de dire pain au chocolat ou chocolatine, eh ben vous choisissez d'aimer. Bon, par contre, un coup de foudre, on ne le décide pas. Mais on peut décider de consentir à cette volonté d'aimer. Je suis d'accord avec toi. C'est bien. Par contre, il me semble compliqué de dire que l'amour se choisit en toute situation, à l'exception des coups de foudre, parce que je pense au contraire que la plupart des gens ne choisissent pas d'aimer telle ou telle personne, mais au contraire, ils en sont contraints. Parfois même, c'est cet amour interdit qui nous pousse à l'aimer. Pensons à Roméo et Juliette, aucun des deux n'a choisi d'aimer la personne qu'ils étaient interdits d'aimer. Oui, mais alors là, on parle de passion amoureuse. Et lorsque Pour moi, amour et passion amoureuse sont la même chose. pourtant, une passion amoureuse est dévastatrice. Je pense que l'amour, en un sens, est dévastateur. Oui, moi aussi. Bah, c'est génial parce que j'en ai parlé aussi. Ouais. Mais je pense que là, il ne faut pas confondre amour et passion amoureuse. L'amour n'est pas la passion. Un amour peut être ravageur, comme je l'ai dit, mais une passion amoureuse, c'est quelque chose, c'est une pensée à Phèdre. Phèdre qui, À la passion. oui, justement, à la passion, et est obligée d'aimer Hippolyte, son beau-fils, parce qu'elle est donc soumise à cette passion, et à la fin meurt. Donc la passion amoureuse est dévastatrice. Pour moi, amour est indissociable de la passion. Et si un amour ne possède pas cette passion, à ce moment-là, c'est un amour perdu. Un amour ennuyeux, peut-être. Mais absolument pas un amour passionné. Oui, si la passion arrive après l'amour, c'est une chose excellente. Mais si on est amoureux parce qu'on est frappé par une passion, alors là, c'est la misère. D'accord. Donc d'après toi, si ce n'est pas la passion qui conduit à l'amour, puisque tu nous dis que la passion viendrait après, qu'est-ce qui conduit l'amour? Si c'est un choix, sur quoi te bases-tu pour choisir ton amour? Je pense que Je disais, puisque tu nous dis que la passion vient après l'amour, et que tu nous dis que l'amour est un choix, sur quoi te bases-tu pour choisir ton amour, si ce n'est la passion? Mais je pense que un des enjeux de l'amour, c'est de pouvoir consentir à la décision qui s'impose. Par exemple, donc, coup de foudre, hop. Ensuite, de consentir. Et ça, c'est la liberté de consentir à cette décision, c'est un enjeu qui est fondamental dans l'amour. Et du coup, la plus haute liberté, en fait, c'est de consentir à soi lorsque l'on rencontre quelqu'un et qu'elle nous stupéfait. Donc tu es amoureux quand tu es stupéfait? Oui. D'accord. Et ça, ce n'est pas de la passion? Non. D'accord. Eh bien pour moi, oui, je pense au contraire que amour et passion sont indissociables, comme je l'ai dit. Oui, non, mais je suis d'accord. Ah. Mais la passion après l'amour. D'accord. On tombe amoureux et après la passion. D'accord. Moi, je pense peut-être au contraire que c'est la passion qui nous fait tomber amoureux.
C'est triste alors. On tourne en boucle. C'est une histoire de Phèdre. Donc, Si tu la ne passion veux te pas fait faire- tomber un peu, je vais te réexpliquer, je t'ai pas compris. Si tu es Phèdre et que la passion te fait tomber amoureuse, la passion va te détruire. Alors que si tu es amoureux et qu'ensuite il naît une forme de passion, bah, c'est une bonne chose. Et que penses-tu de l'amour, non à sens unique comme Phèdre, mais lorsque par exemple les deux amants possèdent cette même passion l'un envers l'autre? Est-ce que tu penses que là, à ce moment-là, dans cette situation précise, ça pourrait être la passion qui conduit l'amour? Je pense que oui. D'accord. Très bien. On va arrêter de tourner en rond, je pense. Ouais, je pense aussi. Tu as dû remarquer que dans mon sujet, j'ai parlé de l'amour de soi. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Je suis complètement d'accord. Parce qu'en fait, je pense que lorsque. Donc j'ai expliqué avec l'histoire du rabbi de Kosk. Et j'ai aussi un exemple. Donc il y a un texte écrit par Robert Dessler qui dit que les gens font une erreur très sérieuse en pensant que l'on donne à ceux qu'on aime. Mais en fait, la réponse, enfin la vérité, c'est qu'en fait, tu aimes à ceux à qui tu donnes. Et en fait, ce qu'il veut dire par là, Robert Dessler, c'est que si je te donne quelque chose, bah, ça veut dire que je me suis investi en toi. Okay. Et donc, en fait, vu comme cette partie de moi est devenue toi, et que l'amour propre est indéniable, et bien en fait, l'amour est c'est le don. L'amour est un sort du don. Je pense que pour ça, et peut-être pour une fois, on est tout à fait d'accord. C'est excellent. Pour revenir sur l'amour de soi, j'ai dit que pour moi, c'était plutôt une fierté. Est-ce que tu es d'accord avec ça, ou est-ce que tu irais, tel un bouton, dans les cadres de notre société qui incite, et parfois malheureusement, les jeunes à se proclamer non confiants en eux-mêmes? L'amour est une fierté. Oui, je pense que l'amour de soi peut être une fierté. C'est ce que j'ai dit dans le discours. Est-ce que l'amour de soi est une fierté? En fait, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne s'aiment pas. Et que dans ces cas-là, c'est un cas extrêmement grave et sérieux. Et qu'à cause de ces jeunes qui prennent le fait qu'ils ne s'aiment pas comme une excuse extrêmement facile, ces personnes-là, qui sont peut-être caractérisées de malades parce qu'elles ne s'aiment pas, sont peut-être ne sont plus créditées. Et je pense ainsi que l'amour de soi, s'il n'est pas exagéré, peut être une fierté. Oui, mais Est-ce que tu aurais un avis à nous donner par rapport à ça? je trouve qu'on tourne en rond tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un a une question dans le public pour que ça développe? Bien, manifestement, il ne veut pas répondre. Est-ce que quelqu'un a une question? Moi, j'en ai une. Alors, je vais la poser. Je vais commencer par toi, Sacha. Oui. Quelle est l'importance de l'attirance physique dans l'amour? Je pense que l'amour et l'amitié sont du même ressort. Sauf que la chose qui est en plus dans l'amour, c'est le désir. Et en fait, avec le don, et lorsque on désire quelqu'un, c'est-à-dire qu'on apprécie la personne physiquement, donc l'attirance, on est attiré physiquement par une personne, mais aussi ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Donc l'attirance physique est aussi importante que ce que la personne a dans son cerveau. Merci. Une question pour Pauline, tu veux t'exprimer là-dessus Oui, je dirais que l'attirance physique est à prendre en compte puisqu'elle est souvent l'aspect qui amène deux amants à s'intéresser l'un pour l'autre. Après, il est évident que si pour un premier date, c'est cette attirance physique qui les a conduits ici, dans le cadre d'un mariage ou de plusieurs années de relation, c'est tout le contraire. Je suis d'accord. Donc, je remarque que vous interprétez l'amour comme un amour sexuel, hein. C'est pas l'amour entre frères et sœurs. Enfin, je vous espérais. Une question pour Pauline. Quelle est la différence entre la passion et l'amour? Alors, comme l'a dit Sacha, certaines fois l'amour est un choix, la passion n'en est pas. Je pense que la passion est un facteur de l'amour, qu'elle le conditionne et que c'est certaines fois à cause de la passion qu'il y a amour. Il y a une citation de Spinoza dans l'Éthique en 1677 qui dit que une affection qui est une passion cesse d'être une passion, sitôt que nous nous en formons une idée claire et distincte.
Donc ça veut dire qu'une fois que je comprends ce qui me rend amoureux, C'est ça. je cesse de l'être alors. Non. J'ai mal compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, répétez votre question s'il vous plaît. Ma question en fait elle est simple, elle est plus générale. Il y a un élément de trouble dans l'amour. Et lorsque je comprends ce qui me rend amoureux et ce qui me trouble, est-ce que ça met fin ou est-ce que ça amenuise l'amour que je ressens sur la personne qui est la personne? Je pense que il peut y avoir une passion et qu'en fait, même si on en a une idée claire et distincte de cette passion, ça veut dire qu'elle nous est plus imposée. Et du coup, c'est là que l'amour devient vraiment un choix. Juste pour répondre, à ce moment-là, tu nous as dit alors, tu viens de nous dire que l'amour passait après la passion. Alors qu'il y a 2 minutes, tu nous as dit que la passion venait après l'amour. J'ai eu mal à me faire comprendre. Bon, voilà. Sacha, on va arrêter là. Je veux dire que je ne doute pas que tu puisses t'expliquer et rebondir, mais on a dépassé les temps. Merci infiniment. Allez, prends-le.